Cavalier international, coach et enseignant, chef de piste, juge de dressage, ancien cavalier international de dressage et sportif de haut niveau en concours complet, Mathis Portejoie nous parle de son parcours et de sa carrière hors norme, de cavalier et de sportif de haut niveau. Il évoquera avec nous pourquoi le rêve Paris 2024 s'est brutalement brisé et retrace pour nous son parcours de vie incroyable. Bienvenue sur Hors Norme, écho de l'excellence sportive. Vers ce drapeau tricolore. Oh là là, la chute! Oh la chute terrible! Oh là 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 là! Qui a mis au tapis tout un peloton! Et la nouvelle championne du monde de la Masta! Oui! Il l'a fait, toute l'équipe de France! Thibaut, il va aller chercher cette victoire! Il va aller chercher cette victoire après laquelle il courait depuis déjà hier! Et bien voilà, ça y est, c'est fait! Allez mon grand! Allez mon grand! Et je dis merci à la vie, je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Et démarre. Oh là là, chute! Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet! Oh, c'est terrible! Bonjour Mathis, c'est un plaisir de t'avoir avec moi en interview. Bienvenue sur Hors Norme. Bonjour. On va parler donc de ton parcours, de ta carrière. Tout d'abord, tu vas te présenter, nous expliquer qui tu es. Alors, je suis Mathis Portejoie, donc j'ai 27 ans. Je suis gérant de structure équestre avant tout. Donc je gère un centre équestre qui est donc au plein centre de la France, à la Guerche-sur-le-Bois, juste en dessous de Nevers. C'est une écurie de propriétaires, un centre équestre poney club, un site où on organise des concours et aussi une écurie de sport où on accueille plusieurs chevaux de propriétaires pour le concours et ainsi que nos chevaux. Donc on a un peu multicasquette. Donc voilà un petit peu mon parcours un peu on va dire professionnel. Et sur le plan un peu plus sportif, je suis cavalier de concours complet, originaire du dressage à la base. J'ai commencé mon cursus plutôt en dresseur et il y a quelques années je me suis orienté vers le complet. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le complet, le dressage, etc. Oui. Alors le dressage c'est une discipline où on exécute des figures dans un rectangle, dans un ordre donné et on est observé par un jury. Ça s'apparente un petit peu au patinage artistique dans la notation. Donc voilà un petit peu ce qu'est le dressage. Le concours complet, c'est, pour faire simple, le triathlon équestre. On a 3 disciplines en une, donc le dressage en fait partie. Le test du cross, donc c'est un parcours dans la nature. Et le saut d'obstacle, donc c'est la discipline la plus connue, la plus médiatisée, avec les barres mobiles, voilà, le CSO. Donc toi, du coup, tu as fait tout d'abord du dressage. Après, tu t'es redirigé sur le complet. Comment tu as découvert l'équitation? Alors, comment j'ai découvert l'équitation? Je suis né dedans. Mes parents tenaient ce centre équestre que je tiens aujourd'hui. Donc j'ai toujours baigné dans l'équitation, donc ça a été quelque chose d'assez évident pour moi. Après, ça n'a pas forcément été tout de suite ma première vocation. J'ai essayé de chercher un peu une autre façon de vivre, une autre façon d'aborder le quotidien, parce que c'est quand même un métier qui nous prend 7 jours sur 7. C'est assez prenant et du coup je voulais voir si une autre vie me correspondait, donc j'ai fait des études dans le génie civil, j'ai essayé autre chose, puis je me suis finalement rabattu sur le premier choix, sur la première option. Ok. Donc voilà un petit peu. Comment tu as atteint le haut niveau? En travaillant, j'ai atteint le haut niveau, d'abord en dressage. Je me suis lancé dans le dressage en regardant ma sœur faire, qui elle était déjà dans le haut niveau à poney, dans le circuit poney. Et j'ai dit, purée, c'est sympa, j'aimerais bien faire la même chose. On a les moyens, on a les chevaux, on a les outils pour. Et avec pas mal de travail, beaucoup d'accompagnement par mon père, voilà, il m'a porté jusqu'au haut niveau, du moins dans le dressage, dans la catégorie junior et ensuite jeune cave. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai essayé de reproduire le même schéma, du coup dans l'autre discipline. Donc tu as commencé très jeune? J'ai commencé le haut niveau, je devais avoir 14 ans. C'est jeune pour, entre 14 et 15 ans, je pense. Je me rends pas compte, c'est jeune pour
pour ce milieu-là, pour le milieu équin? Je pense que c'est les bonnes tranches d'âge. Ceux qui démarrent le plus tôt, c'est ceux qui arrivent à faire le circuit peut-être children en dressage ou poney pour les autres disciplines. Donc ça doit correspondre autour de 12-13 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Donc je n'étais pas si en retard que ça, mais après, j'avais pas non plus. C'est-à-dire que ça m'a pris un peu du jour au lendemain. J'ai toujours fait autre chose que monter à cheval avant mes 12-13 ans. Parce que je voulais vraiment pas me jeter forcément dans ce milieu-là. Je fais du foot, du tir à l'arc, du judo, j'ai fait tout sauf monter à cheval. Ouais, malgré que j'étais dans le milieu. Et du coup, du jour au lendemain, sur ces tranches d'âge-là, autour de 14 ans, je me suis vraiment boosté pour essayer de faire les choses bien du moins. Donc c'est tes parents qui sont propriétaires de ce domaine? Alors c'est mon père qui est propriétaire pour l'instant. D'accord. Là on a un projet de rachat, donc voilà, j'aimerais devenir propriétaire des murs. Pour l'instant on loue la structure. D'accord. Mais voilà, ça fait peut-être 3 ans maintenant, 3-4 ans qu'on tourne tout seul sur cette structure-là. Quand je dis on, c'est que je travaille avec un associé. D'accord. Je ne travaille pas tout seul ici. Et voilà, donc les projets, ce serait de racheter les murs et qu'on soit autonome vraiment complètement autonome sur la structure. Super. Quand tu as commencé la compétition, tu visais les JO ou pas du tout? Pour toi, ça te Pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Déjà, quand j'ai changé de discipline, je me suis dit, je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne. Bien sûr. Donc, je n'avais pas forcément énormément d'ambition. Mon premier projet, quand je suis arrivé dans le complet, c'était déjà d'avoir ma licence pro et de faire mes premiers concours entre guillemets pro, les Parce épreuves que pro. pour faire les concours, il faut avoir une licence pro? Non, pas obligatoirement, mais arrivé à un certain moment, on a besoin de passer la licence pro pour faire le circuit international, pour faire certaines échéances. D'accord. Mon objectif, c'était quand même à un moment donné d'avoir une étiquette de professionnel dans la discipline, pouvoir sortir des jeunes chevaux par la suite sur le circuit classique. Ouais. Donc ça me paraissait, même si la licence pro, on paye et puis on l'a entre guillemets, mais c'était pouvoir assumer de pouvoir porter cette licence et de sortir régulièrement sur les épreuves qui sont concernées, quoi. D'accord. Donc tu as ça, c'était mon passé premier objectif. un BPGEPS pour ça? J'ai passé mon BPGEPS. Alors, c'est pas vraiment lié parce que le BPGEPS, c'est plutôt lié à l'enseignement. Ouais. Le BPGEPS permet de donner cours à des collectifs, des groupes d'élèves. Et ça n'a pas forcément de rattachement au parcours professionnel, au parcours sportif. Mais c'est lié aussi, hein, c'est aussi lié, c'est-à-dire qu'on va de fil en aiguille essayer d'orienter ces élèves dans la discipline qu'on pratique évidemment. Donc ça allait de pair. Moi j'avais envie aussi de retrouver en face de moi des élèves intéressés par la discipline progressivement que je pratiquais. Donc voilà, je voulais vraiment montrer une image de quelqu'un qui avait de l'assurance dans cette discipline-là, donc il fallait sortir en concours, se montrer sur les échéances. Donc tu as commencé la compète à 14 ans, quand est-ce que ça a commencé vraiment à prendre un très bon niveau pour toi? Pour quelle discipline? Celle que tu veux. 14 ans, moi ça a été assez vite en dressage. Okay. Et ça m'a pris une année pour performer vraiment et ah oui, très rapide. Du moins être sur les belles échéances. Okay. Performer, ça a été par la suite quand j'ai changé de cheval. Ça s'est fait en 2 temps. J'ai eu un cheval qui était maître d'école pour moi. D'accord. Il s'appelait Ungaro, c'était un cheval qui avait un peu d'âge et il m'a permis de faire plein d'erreurs en concours et de me les pardonner, d'aller déjà rencontrer le stress de la compétition, l'objectif des échéances, les incontournables, etc. Donc ça, c'était mon cheval d'école. Et puis après, avec mon père, on s'est plutôt tourné vers un cheval un petit peu plus performeur sur la discipline. Et là, ça a bien marché. Là, j'ai pu faire mes premières sélections en championnat d'Europe et ainsi de suite. Donc ça a pris forme en dressage. Et en complet, c'est un petit peu autre chose. En complet, je me suis orienté sur un jeune cheval de 6 ans. Et voilà, il a fallu le construire lui. Et puis moi aussi, il a fallu que j'apprenne mes gammes
en même temps que lui, donc ça a été un petit peu plus long, mais c'était normal pour le coup parce que j'ai pas eu ce confort d'avoir un cheval d'école sur le concours complet. Alors un cheval d'école, c'est un cheval qui est déjà Voilà, dressé. qui est déjà dressé, qui est Ouais. déjà éduqué, qui a déjà une expérience du concours et voilà, qui permet à un cavalier plutôt non averti d'apprendre et de faire ses gammes tout simplement. D'accord, ok. Et donc, quand est-ce que tu as rencontré Yvan? Alors je suis pas très bon en date, il aurait 11 ans aujourd'hui, je l'ai eu sur ses 6 ans, je l'ai mis sous ma selle à ses 6 ans et il est arrivé chez nous à ses 3 ans. Donc il faut faire un peu retour en arrière, mais du coup ça fait peut-être 8 ans qu'il était chez nous et qu'il évoluait. Alors il a fait ses premiers concours en club, puisqu'il était un cheval de club à la base. Il tournait dans les écuries sous la selle des élèves. Ok. Et ensuite, le premier cavalier qu'il a eu, première cavalière, c'est ma sœur, qui se faisait plaisir sur les CSO avec. Ah ouais. C'est un petit cheval pour aller se faire plaisir entre les gros concours de dressage qu'on pouvait faire, les grosses dates de dressage. On allait faire 2-3 sorties pour se faire plaisir. Et Yvan faisait partie de ces petits chevaux-là pour se faire plaisir, du moins pour penser parce que le dressage c'est une discipline qui est assez stricte et on avait besoin un petit peu de s'aérer et le CSO c'est une belle discipline pour s'amuser. Donc c'est toi qui l'as dressé au CSO? Alors ma sœur a commencé, Ouais. donc de 4 à 5 et demi, 4 à 6 ans. Ouais. Elle a commencé, elle s'est fait plaisir, elle a fait des belles épreuves et mais voilà, c'était plutôt un cheval de seconde main. Et il tournait en club entre-temps pour rentabiliser son foin, hein, ce qui est normal, et parce qu'il n'y avait pas d'objectif de concours plus que ça. Et donc moi j'ai vraiment mis sous mon piquet, sous ma selle à l'âge de ses 6 ans. Donc à partir de ce moment-là, je me suis vraiment donné un objectif de concours. Donc il est sorti du cursus club, entre guillemets, et voilà, et là il a commencé sa progression assez exponentielle par la suite, quoi. D'accord. Et donc, c'est avec ce cheval-là que tu visais les JO? Par la suite, oui, c'est avec Ouais. ce cheval-là que je visais les JO. Voilà, enfin, du moins, j'ai osé imaginer que c'était faisable à un moment, ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce qui s'est passé avec Yvan? Pourquoi ça s'est arrêté brutalement? Et ben, je l'ai tout simplement perdu un décembre, il y a maintenant plus d'1 an. Et je l'ai perdu suite à une colique. Donc il a fait un retournement du côlon et du coup il a fallu l'emmener en urgence pour le faire opérer. Ce qui s'est passé, il s'est fait opérer et l'opération s'est bien passée. Et c'est sur la phase de réveil où en fait il y a eu une embolie pulmonaire et du coup il s'est jamais réveillé. Donc voilà, bah, c'est un drame, hein. Ouais. C'est arrivé à ce cheval-là, mais ça peut arriver à n'importe qui, hein, enfin n'importe quel cheval. C'est juste qu'on n'est pas préparé à ce genre de choses. Il était jeune en plus. Il avait 9 ans. Ouais, c'est jeune pour un cheval, ouais. Donc ouais, c'était un vrai choc, un vrai tournant pour le coup, parce que j'étais pas prêt, j'avais pas anticipé une telle chose. Même si on n'imagine pas ce genre de situation là, bien évidemment, même si on n'anticipe pas ça, on peut des fois anticiper une éventuelle blessure et imaginer que le cheval sort du circuit. Oui. Et même ça, je l'avais pas fait, j'avais pas forcément imaginé devoir faire tout de suite ces choix-là ou anticiper ce genre de choses, alors parce que c'était quand même un cheval relativement jeune. Oui. Donc voilà, c'était une étape assez dure, assez longue, parce qu'il faut se relever de ce genre de choses. Bien sûr. Et donc voilà, c'est ça qui a mis cours aux objectifs sportifs, du moins. Après voilà, c'était pas non plus. Je reviens sur l'objectif JO, c'était plus. C'est un objectif de tout sportif, hein, c'est un accomplissement bien évidemment, mais ce n'était pas mon objectif premier. Mon objectif premier, c'était encore d'apprendre. J'ai encore plein de choses à apprendre. Oui. C'est découvrir énormément de concours, d'échéances. Il y a plein de choses à faire avant ce genre de championnat et d'échéances. Donc c'était un objectif parmi tant d'autres, mais je m'amusais à croire qu'on pouvait y arriver. C'était possible.
Et comment on anticipe, tu me disais, j'ai pas anticipé le fait qu'il pouvait tomber malade ou partir, etc. Comment on anticipe ça? Et ben, tout simplement en préparant une relève. C'est-à-dire que préparer un cheval, c'est long. Pour pouvoir faire des belles épreuves, comme j'ai pu avoir la chance de faire, il faut avoir un cheval, dans le meilleur des cas, qui a une 8aine d'années, pour les chevaux les plus précoces. Donc c'est long, parce qu'aujourd'hui le débourrage, on peut le faire autour de 3 ans, sortir pour les premiers concours à 4 ans. Donc ça fait 4 années à attendre, 4 années à former. Ouais. Donc 4 années, c'est très très long, même s'il y a plein de choses à faire pour former un cheval. Le temps passe pas très vite dans ces moments-là quand on a soif de faire de belles épreuves. Donc en fait, il faut tout simplement imaginer un roulement et toujours avoir un cheval qui prépare la suite pour ce genre de situation en fait. Et comment ça se passe quand tu les éduques? Tu commences comment est la progression? Ça dépend du cheval ou... Alors c'est propre à chaque cheval, bien évidemment. Après, on a une trame pour tous. En fonction de chaque discipline, l'éducation n'est pas la même. Nous, en concours complet, c'est assez polyvalent. On demande des chevaux très polyvalents, donc on va beaucoup axer sur le mental. On veut des chevaux qui soient très malléables parce qu'on leur demande de savoir faire plein de choses, à la fois dans leur physique, mais du coup, la tête doit suivre aussi. Et donc en fait, c'est beaucoup une éducation sur la franchise, sur la capacité à apprendre, à s'adapter à énormément de situations, parce que chaque concours est différent. C'est pas comme un concours de dressage où à chaque fois on rencontre presque la même carrière, même dimension, les mêmes cabanes sont toujours au même endroit. Le parcours de saut d'obstacles, même si les parcours changent, ça reste à peu près souvent les mêmes obstacles qu'on rencontre. La particularité du concours complet, c'est que voilà, on dépend du parcours de cross qui a été imaginé par le chef de piste, c'est jamais la même chose, donc il faut que le cheval soit suffisamment malléable et serein pour pouvoir tout simplement remplir les cases de ce qu'on attend pour ce genre de compétition-là. Donc le mental, c'est un gros axe, donc on travaille énormément là-dessus, parce que les chevaux soient bien en confiance quand ils travaillent avec nous. Il y a une vraie relation avec le cavalier qui est importante, il faut que le cheval ait confiance au cavalier, donc ça c'est un travail assez long, de longue haleine, il ne faut pas monter au pied levé sur ce genre de chevaux-là. Donc je ne vais pas sortir le protocole pour construire un cheval, mais c'est long. Et il y a des étapes incontournables, bien évidemment. Ouais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut s'adapter surtout à chaque cheval. Il faut savoir écouter et pas griller des étapes. Parce que c'est comme la construction d'un bâtiment. Il faut que les fondations soient très solides pour pouvoir aller haut. Ouais. Et il faut bien s'inspirer de ça sur la construction d'un jeune cheval. Il y a des fondamentaux à ne pas rater. Et c'est possible que tu l'éduques pendant plusieurs années et à un moment tu te rends compte que finalement ça ne va pas le faire et que toutes ces années soient perdues? Alors ça peut arriver. Après on essaie de mettre un maximum de cartes en main pour pas prendre la douche froide, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir au départ les critères qui nous intéressent. Après si on a le mental du cheval, le reste, c'est une question de qualité intrinsèque, c'est-à-dire les allures, la qualité des allures, la qualité du coup de saut. Tout ça, si on a une base qui est solide, on a quand même moins de chances d'être déçu au final. Après, ça arrive qu'on espère arriver à emmener un cheval à tel niveau et que finalement, en cours de route, on s'arrête à une étape parce qu'on voit qu'on a atteint les limites du cheval. C'est pas pour autant qu'on revient à zéro, mais voilà, on a un cheval qui a été validé sur tel niveau d'épreuve, et puis s'il ne correspond pas au cavalier qui l'a formé, il correspondra à un autre dans tous les cas. D'accord. Je suis perturbée par le chien. C'est pas grave. Je précise qu'on est dehors, on est dans l'écurie, donc si vous entendez des chevaux et des chiens, c'est normal. Pour en revenir du coup à Yvan, donc après son départ, comment tu as rebondi après ce départ précipité et qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as été sujet au burn-out ou à la dépression, ou au contraire, est-ce que tu t'es relevé tout de suite et tu t'es dit go quoi, on s'accroche, on y va? Alors j'ai été très bien entouré.
parce que voilà, on est avant tout une entreprise familiale ici, donc c'est quand même un confort de vie et au quotidien. Bien sûr. Mes coachs, c'est la famille, donc l'entourage a fait beaucoup. Je pense ce qui m'a aidé, c'est quand même ce qui m'a appris en fait. Il m'a quand même, ce cheval-là m'a donné goût au haut niveau, m'a donné goût au sport malgré tout. Et je pense que c'est ce goût-là qui m'a fait me remettre en selle rapidement et me redonner de nouveaux objectifs. Donc ça a été une phase difficile. Après, est-ce qu'elle a été longue? Je ne sais pas. Il m'a fallu quand même quelques mois pour me remotiver à réavancer. C'est toujours une étape qui, je pense, est difficile. Après, on reste des professionnels dans le sens où il faut avancer, hein, malgré tout. Mais on a un pied dans le professionnalisme et un pied dans l'amateurisme malgré tout, parce que c'est des vraies relations qu'on construit avec nos chevaux. Et c'est pas du tout la même relation qu'on a avec un cheval de commerce où on sait qu'on va à un moment donné se séparer, à un moment donné trouver un propriétaire pour racheter le cheval, et un cheval où on a un objectif de performance en compétition, et du coup c'est vraiment un vrai lien qui se crée, une vraie fusion pour pouvoir savourer pleinement toute la saveur du concours du haut niveau, parce que ça demande une telle harmonie avec son cheval que voilà, il faut vraiment être très proche et très, très fusionnel. C'était le cas avec mon cheval, avec Yvan. Et donc c'est d'autant plus difficile quand tout s'arrête, hein, c'est évident. Bien sûr. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le haut niveau selon toi? D'être constant. Ok. Arriver à se préparer pour faire une performance, c'est déjà difficile d'arriver à faire notre performance. Et après, je pense que le plus dur, c'est de tenir la barre et de rester au niveau. Parce qu'on n'est pas que le cavalier, il y a aussi le cheval. Et malgré tout, il faut savoir écouter le physique, il faut savoir bien préparer le cheval pour que physiquement, il ait envie toujours de se donner à 100% sur les échéances. Donc pour moi, le plus dur, c'est vraiment toute la préparation pour valider le niveau de son cheval et rester dans le niveau. Une fois qu'on a fait une performance, il faut arriver à tenir le cap, quoi. Donc ça pour moi, à mon avis, c'est le plus difficile. Tu as eu quoi comme titre? J'ai eu quoi comme titre en complet? J'ai fait mon premier circuit du Grand National donc avec Yvan, et on avait réussi à faire le circuit du Grand National. C'est le circuit français où on travaille on concourt sur le plus gros niveau national, et on forme des équipes avec des sponsors pour voilà, faire un circuit avec une date, une finale au bout, et c'est les plus performants qui se retrouvent ici, les plus gros cavaliers français. Et sur cette année-là où j'ai pu faire le Grand National par équipe avec ma collègue Marie Bouchanville qui est pas loin de chez moi là, on a réussi à faire des bons résultats, plusieurs podiums sur les dates sur le circuit, et à la finale on avait réussi à trouver la 3e place sur le Grand National. Wow. Donc ça, j'en étais assez fier parce que c'est quand même un circuit phare, et après j'ai fait plusieurs internationaux pour trouver des qualifications, et j'ai pas encore gagné de titre, j'ai jamais encore touché la 1re place, mais plusieurs fois classé, une fois sur la marche du podium. Donc c'est toujours quand on se retrouve sur des épreuves internationales, c'est toujours plaisant de se retrouver dans le classement et en tête de liste. Donc voilà, c'est vraiment Yvan qui m'a permis de rester pendant longtemps sur des performances très intéressantes et à très très bon niveau. Donc non, j'ai passé 1 année et demie, 2 ans à faire vraiment à nager dans le bonheur, du moins pour un cavalier qui aime le concours, quoi, la performance. Donc là actuellement, tu as arrêté le haut niveau. Oui. Ouais.
Est-ce que tu comptes y retourner un jour ou pas? Oui, je prépare la suite, donc j'essaie d'anticiper un petit peu la relève. J'ai réinvesti dans des jeunes chevaux de 4 ans l'année dernière, D'accord. ensuite suite au départ de Yvan. Aujourd'hui, ils en ont 5. Je crois en plusieurs chevaux, donc voilà, il faut que la construction se fasse, c'est assez long. Bien sûr. J'ai un cheval qui me permet de retutoyer les épreuves internationales, un cheval de 10 ans qui accompagnait Yvan sur les concours, qui a une qualité un tout petit peu en dessous de Yvan, mais qui a beaucoup d'aptitude pour le sport du moins. Et donc là, le mois prochain, je vais de nouveau refouler les concours internationaux là, avec ce cheval-là. Donc ça me relance un petit peu dans la dynamique des concours, donc c'est quelque chose de positif. Et puis, mais je mise beaucoup sur les jeunes chevaux là, que j'ai. Aujourd'hui, ils en ont 5, ils ont 5 ans et 6 ans. Donc j'espère, s'ils sont toujours dans mes écuries d'ici là, j'espère pouvoir de nouveau faire de très belles épreuves d'ici 1 an et demi, 2 ans. Est-ce que les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 sont un de tes objectifs ou pour l'instant tu n'y réfléchis pas vraiment? Dire que non, ce serait mentir, mais c'est pas mon objectif premier. Ça n'a jamais été, j'ai jamais fonctionné comme ça en disant il faut que je fasse telle échéance. J'ai toujours fonctionné en donnant un maximum en m'ouvrant un maximum de portes. C'est pas forcément Los Angeles 2028 qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est en 2028 d'être performant sur les plus grosses épreuves. Et puis s'il s'avère que dans le timing, c'est moi qui peux prendre une place, je la prendrai bien évidemment. C'est clair. Mais mon objectif premier, c'est de retrouver le plus vite possible, sans griller d'étape, le haut niveau. Ça, c'est ma premier objectif. Et ensuite, je suis assez perfectionniste, c'est-à-dire que quand je vais y être, je vais vouloir vraiment bien faire et j'espère que ça suffira pour faire des belles échéances. Si c'est Los Angeles, ce sera Los Angeles et j'en serai le plus heureux. Sinon, il y a énormément d'autres choses à faire, des Coupes des Nations, on peut représenter la France autrement et, Bien sûr. et voilà, peut-être un jour. En tout cas, je vais travailler pour. Je te le souhaite. Est-ce qu'il y a un certain âge, est-ce qu'à partir d'un certain âge, on ne peut plus? Alors, l'équitation, c'est un sport qui permet quand même d'aller pratiquer jusqu'à tard, hein, et la longévité est intéressante en équitation. On retrouve des cavaliers avec une vraie maturité, une vraie expérience sur le circuit encore à très gros niveau, hein. Donc, je ne vais pas donner de tranche d'âge parce que Oui. il y a des exemples de cavaliers qui performent encore et qui sont assez âgés. Donc c'est un sport qui nous permet d'aller loin et dans le temps, même en étant performant, d'aller jusqu'à très tard, quoi. Donc là, Paris 2024 arrive. Déjà, est-ce que tu vas avoir une discipline au JO? C'est-à-dire? Est-ce que tu as pris tes places? Non, j'ai pas pris mes places parce qu'on voit mieux à la télé que sur le terrain. Après, je pense que c'est un événement à vivre. Après, c'est assez, c'est-à-dire que ça va être assez, comment dire, médiatisé. Je préfère, quitte à prendre, alors on est dans une structure équestre, donc il faut y être H24. Donc quand on prend un week-end, il faut bien réfléchir. Je pense que je préférerais prendre un week-end dans un concours un petit peu moins médiatisé, où je pourrais avoir un petit peu plus le temps de regarder vraiment l'échéance en elle-même plutôt que de la regarder au loin dans des gradins. Je comprends. Même si le spectacle doit être assez impressionnant. Mais non, j'ai pas pris ma place, c'est plutôt un choix que parce que j'ai pas eu le temps. Je comprends. Tu nous dis beaucoup que effectivement tu es là 7 jours sur 7, il faut être là 24 heures sur 24. Comment tu gères du coup ton équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle? Alors la vie personnelle, elle est étroitement liée avec la vie professionnelle, parce que voilà, on est en famille. Même mon collègue qui est un associé de travail, ça reste un ami très proche que j'intègre dans ma famille. Donc on est vraiment la relation perso et professionnelle est étroitement liée. Donc
C'est pas facile à gérer au quotidien, c'est assez difficile parce que voilà, il faut arriver à trouver des temps pour soi, c'est important. C'est clair. Mais voilà, j'ai la chance que ma conjointe travaille dans les chevaux aussi, donc elle comprend les exigences du milieu. Donc voilà, pour l'instant, l'équilibre, j'ai réussi à le trouver. Comment je le fais, je ne sais pas trop. Du moins pour l'instant, ça fonctionne. Je m'accorde pas suffisamment encore de temps pour moi, mais pour l'instant, ça fonctionne. Je ne suis pas dans une phase où je suis fatigué, où je commence à me poser des questions sur est-ce que je vais continuer. Donc non, tant que j'ai la niaque, j'axe plutôt sur la partie professionnelle, qui est à mon sens aussi du loisir, hein, parce qu'on a choisi ce métier parce qu'on aime ça. Bien sûr. Et même si c'est mon métier de monter à cheval et d'aller en concours et de valoriser et de donner des cours à des élèves qui ont envie d'apprendre, ça reste quand même aussi une passion. Donc quand c'est notre passion, on ne travaille pas beaucoup finalement, donc ça va. Oui. Une journée type, pour toi, c'est quoi? Quelle heure? Quelle heure de bouffe? Je ne suis pas très matinal, moi. D'accord. Donc on démarre les journées autour de 8h, 8h30. C'est plutôt quand il y a des grosses journées, on essaie plutôt de terminer tard. On essaie d'aller un petit peu plus loin, surtout sur la préparation des concours. On organise beaucoup d'événements ici. On organise beaucoup de concours au cours de l'année ici, donc ça demande pas mal de préparation, du concours complet aussi. Ok. Donc la construction des pistes en extérieur, c'est énormément de travail. Donc ça rythme pas mal mon année, parce que on ne prépare pas un concours du jour au lendemain, ça me demande presque un mois de préparation. Et étant donné qu'on en organise 6 à l'année, il y a 6 mois où je suis dans le cross en train de bricoler, faire des obstacles. Donc ça rythme pas mal mes journées. Ensuite, c'est monter à cheval, bien évidemment. Il y a énormément de chevaux au box, on a 24 chevaux, donc il y a du monde à monter, à travailler, chacun a son objectif de travail. Et ma troisième casquette, du moins ma troisième activité qui me prend énormément de temps, c'est l'enseignement. J'enseigne beaucoup au collectif, on accueille un lycée, un collège, on fait un centre équestre, donc on accueille aussi mercredi et samedi des enfants. Trop chouette. Donc voilà, je jongle, mes journées sont un peu rythmées sur ces 3 ateliers-là, l'organisation de concours, monter à cheval et enseigner. Et puis après, il y a tous les à côté d'une structure, il fait l'entretien, réparer des clôtures parce qu'un cheval était passé par-dessus, réparer les fuites d'eau dans les toilettes, voilà, des choses toutes simples d'entretien de structure. Voilà. Bien sûr. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes qui aspirent à devenir futurs cavaliers professionnels ou amateurs même? Il faut être sûr de son choix déjà, parce que c'est pas un métier où... je dis ça parce que on voit passer pas mal de monde, beaucoup de stagiaires, et on se rend compte que en fonction des gens qui arrivent, ils n'ont pas forcément tout de suite l'image de notre métier en tête. C'est un métier où il faut quand même être assez mordu, assez passionné. On ne fait pas que monter à cheval. Après, il existe des postes, on arrive à trouver des postes où on n'est que cavalier, mais à ce moment-là, il faut avoir un bon CV. Il faut déjà avoir une bonne expérience pour pouvoir rentrer dans une écurie où on accepte d'être uniquement cavalier. Et puis le désavantage aussi de ça, c'est que quand on n'est que cavalier, on sort un petit peu moins en concours que les autres, parce qu'il faut préparer les chevaux à la maison. Notre tâche principale, c'est de préparer les chevaux aux écuries et pas forcément de les montrer en extérieur. Donc en fait, il faut bien analyser ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on aime le concours? Est-ce qu'on aime tout simplement être dans les écuries à monter à cheval? Est-ce qu'on est capable de donner un cours au milieu d'une carrière? Parce que si un jour on veut se mettre à son compte, là où on gagne de l'argent malgré tout, c'est dans l'enseignement. C'est pas forcément monter sur les chevaux. Donc il faut bien arriver à cerner ce qu'on est capable de faire, ce pourquoi on a envie de se lever tous les matins, et puis après se donner les moyens de faire. Et je pense qu'il n'y a pas de secret, il faut avoir un petit peu la niaque pour déjà faire la différence, se démarquer, et puis surtout c'est un impondérable dans notre métier. Et donc du coup dans ton métier, tu vis sans indiscrétion, hein, tu vis de l'enseignement.
Et tu as réussi à vivre du haut niveau ou Du tout. Non. Je vis de l'enseignement et le haut niveau me refaire descendre les caisses plutôt dans ce sens-là. Ah oui, d'accord. C'est plutôt voilà, une passion d'aller chercher le haut niveau. On n'en gagne pas systématiquement sa vie. Après, ça dépend un petit peu des profils et des systèmes de chacun. Chacun a son système. Le mien, c'est plutôt tourné vers l'enseignement. Je suis dans un secteur qui n'est pas extrêmement porteur pour le sport. D'accord. On n'est pas dans une région très dynamique. Donc, mon activité première aujourd'hui, c'est l'enseignement et la pension. Ensuite, la partie concours et valorisation, on est en train de la mettre en place. J'ai racheté des chevaux qu'on va revaloriser, qu'on va recommercialiser. Mais c'est pas ça reste quand même un petit peu moins certain et un petit peu moins fiable que l'enseignement. D'accord. Au niveau des rentabilités, au niveau des rentrées d'argent. Donc mon système, il est plutôt orienté sur l'enseignement, ça c'est sûr. Donc là, tu travailles sur 4 chevaux à l'heure actuelle, c'est ça? Je travaille sur pas mal, du moins pour le sport. Ouais, pour le concours, sport. aujourd'hui j'en ai 6. Ah oui, 6. 6 jeunes, dont un 7e, donc mon cheval qui a un petit peu plus d'âge, où je vais retourner sur les épreuves internationales. Donc 7 chevaux. Mon collègue, mon associé, a aussi des chevaux, mais plus orienté CSO, lui. D'accord. Donc lui, il a un piquet de 4 à 5 chevaux. Donc à nous deux, on a déjà une douzaine de chevaux à orienter sur les concours. Et puis le reste des chevaux, c'est des chevaux de propriétaires qui n'ont pas forcément d'objectif de gros sport, mais voilà, ça reste des chevaux à l'entretien, au travail, avec des cavaliers qui sont plutôt dans un profil amateur et qui ont envie de faire aussi du concours. Et donc ça, c'est sur l'autre partie des box. Et comment on sait, quand un poulain vient de naître, donc il a 2-3 ans, comment on sait qu'il est prédestiné à faire de la compète ou pas? Est-ce qu'il y a des races qui sont plus prédestinées à faire du sport que d'autres Alors on regarde, ça c'est plutôt le travail des éleveurs, on regarde beaucoup les origines. Il y a une vraie sélection sur les origines, du coup sur les races aussi. Après, les origines ne font pas tout. Je pense que c'est surtout un vrai coup d'œil à la naissance. Et si on arrive à regarder un cheval, c'est de ce qu'il en dit, c'est avant ses 6 mois. Autour de 6 mois, on arrive à pouvoir estimer un petit peu un cheval. Après, il y a la phase un peu adolescence du cheval où ils grandissent, ils sont un peu dégingandés, c'est un petit peu moins esthétique à regarder. Et puis on retrouve de nouveau des proportions intéressantes pour regarder un cheval sur les 3 ans à peu près. C'est quoi les proportions idéales d'un cheval Ça dépend déjà de l'objectif Ouais. sportif, la discipline dans laquelle on veut l'orienter, le cavalier avec lequel il va être destiné. Il y a des cavaliers qui aiment les chevaux grands, des chevaux petits, des chevaux dans le sang, des chevaux plutôt froids. Enfin, quand je dis froid, c'est plutôt calme. Donc en fait, il existe énormément de profils, comme il existe énormément de profils de cavaliers. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais voilà, comme tout, il y a des impondérables et c'est plutôt propre ça à chaque discipline. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on cherche comme orientation pour son cheval, on va pas regarder les mêmes choses. Dernière petite question, si tu devais dédicacer ta carrière à quelqu'un, à qui est-ce que tu dédicacerais cette carrière? Il y a du monde. Je pense que la personne qui m'a vraiment lancé dans le sport, c'est mon père. Ça, je peux pas ne pas le citer. C'est lui qui m'a vraiment propulsé dans le haut niveau et qui, du coup, aujourd'hui, rythme mes journées, rythme mon travail et mes objectifs. Donc c'est inévitablement mon père. Après, voilà, il y a du monde autour de moi aujourd'hui. Je ne travaille pas tout seul et chaque cavalier a toute une équipe derrière lui qui lui permet de se faire plaisir en concours et de performer. Donc voilà, on travaille en famille. Aujourd'hui, c'est ma chérie, c'est mon associé, c'est ma sœur qui me regarde aussi à cheval, mon père qui est toujours là. Donc voilà, il y a un peu de monde autour de moi. Bon, super. Et merci beaucoup Mathis de m'avoir accueilli ici. Avec grand plaisir. Et puis à bientôt. Yes, à bientôt sur les concours. Ce drapeau tricolore
Vous étiez sur Hors Normes, merci d'avoir écouté. Pour cette interview, nous l'avons directement réalisée dans les écuries, d'où les bruits de fond. N'hésitez pas à suivre cette aventure sur les réseaux sociaux, Hors Normes Podcast, et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt. Thibaut, il va aller chercher cette victoire. Il va aller chercher cette victoire après laquelle il courait depuis déjà hier. Et bien voilà, ça y est, c'est fait. Allez mon grand, allez mon grand. Et je dis merci à la vie, je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Il démarre, oh là là, chute. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Oh, c'est terrible.